Le 13 juin 2022, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire publiait un tweet sur le domaine des coteaux nantais, distingués par le label Déméter, certifiant les produits agricoles issus de la culture biodynamique. Quelques mois auparavant, la formation « Les vins en biodynamie » est répertoriée par l'Académie d'Amiens pour les enseignants en commercialisation et services en restauration. En mars 2019, Amélie de Montchalin, future secrétaire d'État chargée des affaires européennes, publiait sur Facebook sur sa rencontre avec une viticultrice spécialisée en bio et en biodynamie labellisée Déméter depuis 2009. La biodynamie est une pratique agricole basée sur les révélations de Rudolf Steiner, fondateur de l'anthroposophie, imaginant la Terre comme un organisme vivant. Une pratique à base de préparation de cornes remplies de bouse, de vessie de cerf et au rythme du calendrier lunaire. Une discipline dont l'efficacité reste très discutable par rapport aux méthodes biologiques. Vous avez beaucoup de gens qui arrivent à la biodynamie parce que c'est un marché. Très bien. Mais il y a aussi des gens, quelqu'un le disait l'autre jour, et c'est vrai, qui au début viennent pour un marché, qui après sont aspirés par autre chose. C'est juste aussi. Mais il est temps, urgent, de donner la connaissance de ce monde subtil ou d'aider à approcher ce monde subtil qui permet de comprendre comment le subtil s'incarne dans le terrestre. Pourquoi cette pratique, plus proche du druidisme que de l'agronomie, bénéficie d'une telle visibilité? Pour céder à la mode du tout bio et surfer sur les préoccupations environnementales? Sans être exhaustive, cette vidéo va tenter de faire un panorama sur les liens entre anthroposophie et pouvoir. Les mouvements les plus influents, évidemment, cherchent à occuper des fonctions importantes dans les lieux de pouvoir, que ce soit le pouvoir économique, il y a un entrisme aussi dans les sociétés, dans le milieu universitaire, le milieu politique aussi, faut pas se le cacher. C'est-à-dire on cherche évidemment à influencer à travers des responsables politiques qui ont un poids. Pour les besoins de leur ouvrage « Le nouveau péril sectaire », les journalistes Jean-Loup Adenor et Timothée de Roglaudre demandent des éclaircissements à Georges Fenech sur l'influence de certains mouvements dans des lieux de pouvoir. L'homme qui présida la Miviludes de 2008 à 2012 leur répond « Vous le savez bien, il y a un mouvement qui est particulièrement diffusé dans certains milieux et certains domaines. Je pensais plus particulièrement à l'anthroposophie. » L'anthroposophie est une hydre. Pire, une vraie puissance économique. Ces multiples activités touchent le secteur agricole, avec la biodynamie et le label Déméter, 1103 adhérents en France et en Belgique francophone, l'éducation, avec les écoles Steiner-Waldorf, 1850 jardins d'enfants et 1100 écoles dans 65 pays, le médical, avec les laboratoires Velleda, 401 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Sans oublier la marque Dr Oshka, avec un chiffre d'affaires annuel de 130 millions d'euros, les 3700 médecins pratiquant la médecine anthroposophique dans le monde, et les ampoules Discador, remède contre le cancer, à base de gui et interdit à la vente en France depuis 2018. Le monde bancaire, avec la Nef en France, Triodos en Hollande et GLS en Allemagne, fondés et dirigés par des anthroposophes. La politique, les anthroposophes ont joué un rôle dans la formation Die Grünen, les Verts allemands, dont les cofondateurs Gerald Hafner, Elio Budenstag de 1987 à 2002, et Otto Schily, ancien ministre fédéral de l'Intérieur de 1998 à 2005. Ou encore le lobby Eliant, Alliance européenne d'initiative pour l'anthroposophie appliquée, qui défend leurs intérêts en Europe. Chez Eliant, on y trouve le Conseil européen pour l'éducation Steiner-Waldorf, la Fédération internationale des associations médicales anthroposophiques, la Fondation Rudolf Steiner et Déméter internationale pour la biodynamie. Au sujet de la biodynamie, Valérie Rasplus, sociologue et épistémologue, répond à Libération en 2019 sur la confusion avec l'agriculture biologique et la banalisation de la biodynamie. Lors des dernières élections européennes, la liste Urgence Écologie, supportée par Dominique Bourg, Delphine Batteau et Antoine Weichter, accepte et valide sur leur liste la candidature de l'ancien président de Déméter France, label issu de la société anthroposophique, que Yannick Jadot prend comme exemple l'agriculture biodynamique pour sortir des pesticides alors qu'il existe d'autres types de pratiques, raisonnées, biologiques, nature. Pour tisser des liens avec les lieux de pouvoir, il faut aussi des personnalités à forte visibilité. D'ailleurs, l'une d'elles nous a quittés fin 2021.
Portrait du jour, Nicolas Poincaré. C'est Pierre Rabhi, précurseur de l'écologie. Il est mort ce week-end, il avait 83 ans. Oui, et Pierre Rabhi se définissait ainsi sur son site internet, paysan, écrivain et penseur français d'origine algérienne. Grâce à son image de vieux sage paysan, défenseur du monde rural, soucieux d'un retour à la nature et au spirituel, Pierre Rabhi a su s'imposer comme une figure écologiste, mais dont la pensée était marquée par l'anthroposophie. La preuve par sa promotion de la biodynamie. En 1983, il décide de la mettre en pratique au campement Gorom Gorom, au Burkina Faso, soutenu par l'entrepreneur Maurice Freund. Ce bouquin, L'offrande de crépuscule, relate une expérience que j'ai eue au Burkina Faso, dans les zones semi-arides sahéliennes, et où là, des paysans pauvres ont été orientés vers l'agriculture dite moderne. On avait créé un centre de formation. Ce centre de formation faisait venir avec le Point Mulhouse, qui était la compagnie d'aviation, avec Maurice Freund, qui est maintenant Point Afrique et qui reste toujours un très grand ami, complicité, on crée un centre, on forme les paysans rentrent dans le cycle d'une libération par l'agroécologie qui les libère. Lorsque je me suis mis à leur faire un exposé sur l'agriculture biodynamique de l'anthroposophe Rudolf Steiner, que je pratique moi-même sur ma propriété, ils ont été absolument étonnés, parce que, étant moi-même considéré comme un blanc, ils m'ont dit qu'ils ne pensaient pas que des blancs puissent avoir une appréhension du monde de cette sorte. Lorsque je leur ai dit que Rudolf Steiner avait une formation scientifique, mais qu'il avait en plus essayé de renouer avec les traditions occidentales qui avaient été occultées par ce qu'on appelle le cartésianisme, ils ont mieux compris que, en fait, ce qu'on appelle l'esprit colonial, dans le sens de liquidation des cultures, avait commencé véritablement par l'Occident lui-même. Expérience vivement critiquée par René Dumont pour son aspect non scientifique et son attitude envers les Africains. Et je suis convoqué par Sankara qui me dit qu'il faut absolument que cette méthode et cette approche deviennent une politique nationale. Donc il me charge de mettre en place un plan pour nationaliser en quelque sorte l'agroécologie. En fait, c'est l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, le privant de soutien politique locaux, qui le fait déguerpir du Burkina Faso. Sa notoriété s'est consolidée par la vente de ses ouvrages, s'élevant à 1,6 million d'exemplaires en 2019, sans omettre le succès du documentaire Demain, de Mélanie Laurent et Cyril Dion, soutenu par le ministère de l'Environnement en 2015. Et le César du meilleur film documentaire est attribué à... Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Cyril Dion, qui fut le directeur du mouvement Colibri entre 2006 et 2013, cofondé avec Pierre Rabhi. Un mouvement fréquenté par un certain Louis Fouché entre 2017 et 2020. Est-ce que vous êtes capable de bloquer des choses, d'aller plus loin dans la résistance civile? Et ça, c'est pas compliqué non plus. À partir du moment où on est nombreux, dans l'action non violente, il y a toujours cette idée du blocage, du boycott. Quand vous faites un truc tout seul, ça marche pas. Mais quand vous le faites à très nombreux, ça marche très bien. Chacun d'entre vous prend un sac poubelle et d'une manière ou d'une autre, avec une perche télescopique, la gaffe pour la piscine, parce que dans le Var il y a beaucoup de piscines, enfin le truc là, le filet là pour les pucettes, vous mettez sur votre sac poubelle sur la caméra de télésurveillance. Il n'y a plus de caméra de télésurveillance. Vous êtes capable d'aveugler une ville entière, à vous tous, en une soirée, et ensuite de travailler autant que vous voulez. Toutes ces salopards de gens qui gagnent d'argent, qui n'ont aucune autre préoccupation que de faire du profit, ils se foutent littéralement de l'avenir de l'humanité. Et... Non, on peut pas. Là, on est obligé de prendre le maquis. On ne peut pas faire autrement. Écouté par les participants du MEDEF lors de leur université d'été en 2009, Rabhi avait pour objectif de fonder un laboratoire des entreprises Colibri.
En 2018, le journaliste Jean-Baptiste Mallet publie un article dans Le Monde diplomatique, Le système Pierre Rabhi, dans lequel il écrit « Le Premier ministre Édouard Philippe le cite lorsqu'il présente son plan anti-gaspillage le 23 avril 2018. Cet homme est arrivé comme une véritable lumière dans ma vie, affirme son ancienne éditrice, désormais ministre de la Culture, Madame Françoise Nyssen. Pierre a permis à ma conscience de s'épanouir et de se préciser, il l'a instruite et il l'a nourrie, quelque part il a été son révélateur, ajoute M. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Mais l'homme se distingue aussi par ses positions conservatrices. Pas d'égalité homme-femme, retour de la religion et critique de l'homosexualité. Comme Jean-Baptiste Mallet dans Le Monde diplomatique et Vincent Dufouin dans Les Échos de Picardie au printemps 2019, il faut s'intéresser au parcours de Pierre Rabhi et à ses inspirateurs pour mieux comprendre de telles positions. En 1960, il croise la route du docteur Pierre Richard, ancien instructeur en 1940 d'un chantier de jeunesse près des mines de Villemagne, une expérience qualifiée d'hygiéniste, nationaliste et paramilitaire. C'est lui qui introduit Pierre Rabhi à l'anthroposophie avec un livre Fécondité de la Terre, écrit par un adepte de Steiner. Autre rencontre capitale avec le métaphysicien et poète Gustave Thibon, une des cautions intellectuelles au programme ruraliste de la Révolution nationale de Vichy, même si ce dernier prit quelques distances avec ce régime. Expérience faite de cette horreur qu'a été la Révolution française, s'il y a une époque qui me révulse, c'est bien celle-là, ça me paraît une des grandes tâches de l'humanité, beaucoup plus que le christianisme dans la pensée de Nietzsche, n'est-ce pas? Bon. Il disait, quand il y a quelque part un mélange de barbarie et de religion, peu à peu, sans l'emporter totalement, c'est la religion qui l'emporte. Ses convictions monarchistes de catholique traditionnaliste et de maurracien du reflux, comme il aimait se définir, ont marqué Pierre Rabhi. En cela, je pense au Baudelaire de Maurras, quand il parle de cette exigence subjective d'éternité. Il faudrait que je m'en souvienne, n'est-ce pas? Voyons, ô toi, oui. Alors il parle à la terre, oui, autant. Et pourtant, Maurras était un amoureux de la terre, n'est-ce pas? Et longtemps un païen, sinon toujours, n'est-ce pas? Ô toi que nous appelons terre-mère, d'où vient ton vol contraire à mon amour? Je suis né, je suis fait pour la lumière, accorde-moi d'éterniser le jour. À ce titre, Vincent Dufouin souligne que c'est au contact de Gustave Thibon que Pierre Rabhi a cultivé son image de paysan écrivain, proche de la nature, toujours en quête spirituelle. Il ajoute que Pierre Rabhi fut proche de Bernard Antony, député européen du Front National, durant les années 1980-90. Mais le très catholique Bernard Antony se charge de réchauffer tout ça en s'en prenant à un journaliste de Libération qui aurait, selon lui, déformé ses propos. Tu as des couilles, toi? Non, viens, tout seul. D'accord? On y va, tout seul. Petit voyou! Prépare-toi! J'étais alors, à l'époque, le président des étudiants en lettres de Toulouse, et Gustave Thibon, à côté d'autres maîtres très chers, venait ouvrir nos pauvres cervelles aux grandes idées qui sont en accroche avec le réel. Il nous parlait infatigablement de la grande Simone Veil. Vous savez bien sûr laquelle, et si vous ne le savez pas, chers amis beaucoup plus jeunes, eh bien il vous faut l'apprendre, car il y eut deux Simone Veil dans notre siècle. C'est la seconde que notre triste siècle a jugé bon d'encenser pour son œuvre de mort. La première nous avait dit les grandes paroles de la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rabhi a eu un rapport avec Gustave Thibon qui était un rapport de disciple et de maître en fait. Rabhi est allé souvent rencontrer Thibon, Thibon a déjeuné chez Rabhi, c'est la secrétaire de Gustave Thibon qui m'a raconté ça, et je ne lui reproche pas d'avoir fréquenté Thibon. La seule chose que je me permets de signaler, c'est qu'en fait, Rabhi a récupéré cet héritage intellectuel dont il a hérité, il a modernisé, lissé certains aspects de cette pensée, mais en réalité, ce sont ses prédécesseurs intellectuels. Donc il ne s'agit pas d'instruire une chasse aux sorcières, il s'agit simplement de comprendre comment, eh bien, aujourd'hui, Pierre Rabhi peut dire « les Lumières, c'est l'obscurantisme moderne », par exemple. De telles passerelles idéologiques sont-elles exclusives au système Rabhi, dans la constellation biodynamie-anthroposophie? Pas vraiment.